Merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les titres. Les 3 nouveaux membres de la Haute Cour constitutionnelle ont prêté serment ce jour à Mbuida et Radzon Armapian a assisté à la cérémonie avant son départ pour New York. Le Premier ministre ne sera pas nommé cette semaine. C'est ce qu'il a en tout cas laissé entendre cet après-midi. Le groupement des entreprises de Madagascar, l'UGEM, vient de remettre au président leurs propositions pour la relance économique. Les opérateurs réclament entre autres une amnistie fiscale pour tous les contrôles entamés pendant la transition. Dans les actualités internationales, en France, le gouvernement pris en flagrant délit de mensonge. Le procureur général de Paris confirme avoir informé la chancellerie du dossier des écoutes de Nicolas Sarkozy. Les ministres de la droite se contredisent et s'engouffrent dans le scandale. La zone de recherche s'élargit d'est en ouest pour retrouver le Boeing 777 de la Malaysia Airlines. L'hypothèse d'un changement brusque de cap de l'avion prend de l'ampleur. Les 3 nouveaux membres de la Haute Cour constitutionnelle viennent de prêter serment ce jour à Mbuida. C'était en présence du chef de l'État, mais en l'absence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, issue du MAPAR. Le MAPAR qui y voit une manœuvre politique visant à déstabiliser la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. De son côté, Radzon Armapian a déclaré en marge de la cérémonie que le Premier ministre ne sera pas nommé cette semaine. Le gouvernement d'Omer Berezi continue d'expédier les affaires courantes. Était sur place Marna Tunjaf, Nzaranjian Souf et Mambao Kafetchanyan. Changement de langage pour le président. Contrairement à ce qu'il a dit il y a quelques semaines à Yavlou, selon lesquelles la nomination du nouveau chef de gouvernement est déjà à l'étude, aujourd'hui Radzon Armapian ne semble pas pressé de nommer le nouveau Premier ministre. Il y a déjà un Premier ministre qui se charge des affaires courantes. Le président est là aussi. Ce ne sera pas un handicap pour lui. Mais la nomination viendra. Mais nous devons encore prendre certaines dispositions. Le Premier ministre est déjà là, avec toute son équipe à gérer les affaires courantes. Ça m'étonne qu'on me dise qu'il n'y a pas de gouvernement. Le Premier ministre exerce pleinement sa fonction. Les semaines se succèdent et le pays n'a pas toujours de chef de gouvernement. Il n'y aura pas de nomination avant son départ pour les États-Unis et toujours pas de gouvernement. Ce sera après son retour de New York. L'objet de son déplacement étant plus important que les affaires politiques du pays, il ira là-bas pour discuter de la reprise de la Goa selon ses dires. Plusieurs dossiers seront discutés durant mon déplacement à l'étranger. Et parmi ces dossiers, celui de la Goa qui concerne des milliers d'emplois, puisque nous irons aux États-Unis. J'estime que c'est important. Pourtant, l'Union européenne et les États-Unis ont été clairs. La mise en place d'un gouvernement garantit le retour des aides financières. Qu'attendons-nous donc de ce déplacement aux États-Unis ce vendredi? Pour l'instant, l'équipe présidentielle veut rompre les discussions avec le MAPAR. Et Radzon Armapian et son équipe semblent basculer encore un peu plus vers une nomination de Premier ministre en dehors du cadre de la Constitution. Radzon Armapian a donc assisté à la cérémonie de prestation des nouveaux membres de la HCC cet après-midi avant de partir pour les États-Unis. Il va donc confier les clés du pays à un gouvernement censé ne plus expédier que les affaires courantes. Mais ce gouvernement a-t-il encore un pouvoir de décision en l'absence du chef de l'État? Armisa Rakotoube et Nzara Jiansou ont mené une enquête à ce sujet. Le pays attend son fait, le gouvernement de la transition et de surcroît démissionnaire continue d'expédier les affaires courantes. Ses membres peuvent-ils encore prendre des décisions au nom de l'État? L'expédition des affaires courantes est limitée à l'exécution des activités quotidiennes du département, recevoir des dossiers par exemple, ou encore effectuer des recherches en vue d'améliorer le fonctionnement de l'administration. Seules des simples décisions
par le biais d'un simple arrêté seront prises. Mais les grandes décisions prises par le biais d'un décret ne devraient pas être prises durant l'expédition des affaires courantes. À l'heure actuelle, 7 ministères sont tenus par des ministres intérimaires, signe de la continuité de l'État selon cet administrateur civil, mais cela risque fort de ralentir les activités de ces départements ministériels. La gestion de ces ministères est limitée dans le temps et dans ses activités. Cela provoquera le ralentissement de l'administration en général. Certaines décisions ne doivent pas être prises pendant cette période. Aucune nomination ni remplacement n'est permise. À Madagascar, aucune loi ne régit la gestion des affaires courantes dans l'administration. Parlant à présent d'économie, le président de la République courtise le secteur privé. Hier, Irazon Armapian s'est entretenu longuement avec les membres du GEM, le groupement des entreprises de Madagascar. Les opérateurs lui ont donc remis au cours de cet entretien 20 mesures à court terme pour relancer l'économie malgache. Le récit de Mamba Okafechanian sur les images de Nzara Djansou. La rencontre entre le chef de l'État et le groupement des entreprises de Madagascar, le GEM, aura duré 3 tours d'horloge. Au menu de la discussion, la relance de l'économie malgache. Et parmi les questions abordées, le contrôle fiscal. En ce qui concerne les impôts, on avait demandé l'amnistie fiscale, en tout cas l'amnistie de tous les contrôles qui ont été entamés sous la transition et qui sont encore en train de se poursuivre actuellement. Et la réponse du chef de l'État a été de dire « Nous sommes en train de réfléchir globalement sur le système des impôts et sur les problèmes fiscaux et nous ferons peut-être même mieux que ce que vous avez demandé, qui est l'amnistie des contrôles en cours. » À part la fiscalité, autre problème abordé par les opérateurs économiques lors de cet entretien, l'énergie et tout ce qu'ils ont à payer à la société Jurama. On n'a pas donné d'ultimatum, mais on a senti une volonté réelle et il a donné des ordres à ses collaborateurs qui ont assisté à la rencontre pour que les points qui peuvent être mis en œuvre immédiatement le soir et qu'ils prennent note. Donc le directeur de cabinet de la présidence a assisté à l'entrevue et le conseiller chargé des affaires économiques également. Ils ont pris note des points sur lesquels ils peuvent agir rapidement et ils peuvent concrétiser les demandes de secteur privé. Pour le GEM, la plupart des mesures avancées au chef de l'État peuvent être effectuées dans les médias et dans les mois qui viennent. En tout cas, le message est clair. Les deux parties veulent trouver un terrain d'entente. Mais pour l'instant, Irazon Armapian n'a pas encore pris de décision en faveur du secteur privé et ce ne sera pas avant la formation de nouveau gouvernement. Encore une fois, les trafiquants de tortues font parler d'eux. Hier, 172 tortues ont été trouvées dans les bagages d'un malgache sur le point d'embarquer dans un avion de la Kenya Airways à destination de Nairobi. Il y a 2 semaines, une ressortissante russe voulait faire sortir de notre territoire 49 tortues capturées en pleine nature dans le sud de Madagascar. L'Alliance Voirgas, la plateforme œuvrant dans l'environnement, ne cesse d'interpeller les responsables sur ce trafic d'animaux. Tous les ans, plus d'1 million de tortues sortent illégalement du pays. Mais comment expliquer ce phénomène? Elle, Muriel et Nzara Djansou, nous donnent des éléments de réponse. Pourquoi le trafic de tortues prend-il de l'ampleur? D'abord, parce que le contrôle au niveau de nos frontières n'est pas tout à fait fiable et certains de nos aéroports ne disposent même pas d'une ou plusieurs caméras de surveillance. Puis, l'existence d'un vaste réseau de trafiquants de tortues peut aussi expliquer ce phénomène. D'où viennent ces tortues? Elles sont souvent capturées sur les plateaux de Maafal dans le sud du pays. On recense aujourd'hui plus d'1 millier de tortues issues des plateaux de Maafal touchées par ce trafic d'animaux. Quelle est leur destination finale? Les tortues malgaches sont très recherchées dans les pays asiatiques. Elles sont destinées à l'alimentation ou à l'élevage. Quels chiffres disposons-nous sur le trafic de tortues? En 2012, pas moins de 16 tonnes de viande de tortue ont été envoyées illégalement à l'étranger. La même année, 1083 tortues ont été saisies avant d'être embarquées, contre 1370 en 2013.
Et depuis le début de cette année, la police des frontières a déjà pu saisir 176 tortues rien qu'à Ivat. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Le trafic de tortues ne cesse de gagner de l'ampleur à Madagascar. Voilà pour les actualités nationales. À l'étranger, nouvelle journée de tension en Turquie. Ce mercredi ont eu lieu à Istanbul les funérailles d'un adolescent dont le décès hier a soulevé de nouvelles manifestations contre le gouvernement, déjà fragilisé par de nombreux scandales. Les rues de la capitale turque ont été bondées de monde. Berkin Elvan, blessé à la tête par le cartouche d'un gaz lacrymogène en juin dernier, lors de manifestations sociales sur la place Taksim en Istanbul, était plongé dans le coma et ne s'est plus réveillé jusqu'à sa mort hier. En France, le gouvernement est pris en flagrant délit de mensonge. Le procureur général de Paris confirme avoir informé la chancellerie du dossier des écoutes de Nicolas Sarkozy dès le 26 février. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, et Christine Taubira, ministre de la Justice, se contredisent et s'engouffrent dans le scandale. France 24. Que savait la ministre de la Justice de l'enquête et des écoutes à l'encontre de Nicolas Sarkozy? Savait-elle avant les révélations du journal Le Monde de vendredi? La réponse à votre question est très claire, je n'avais pas l'information avant. Pour le Canard enchaîné qui paraît ce mercredi, c'est faux. Elle, Emmanuel Valls, aurait disposé d'une note d'information dès le 26 février. Jean-Marc Ayrault l'admet, la justice l'a prévenu ainsi que la garde des Sceaux qu'une nouvelle information judiciaire était ouverte, comme le prévoit une circulaire, mais il dément avoir été informé du contenu des écoutes. La garde des Sceaux a reçu effectivement une information, et que j'ai eu moi-même ensuite, qu'il y avait une nouvelle information judiciaire qui avait été ouverte sur des faits extrêmement graves. Vous avez appris que l'ancien président de la République était mis sur écoute. C'est à cette occasion qu'on l'a appris. Mais on n'a pas encore une fois appris quel était le contenu des écoutes. Le gouvernement était donc au courant de la mise sur écoute de l'ancien président sans en connaître le contenu. Mais pour l'UMP, le mal est fait. Jean-François Copé évoque une affaire d'État et parle d'espionnage politique. La situation est très grave. Elle touche aux libertés publiques et c'est la raison pour laquelle je souhaite savoir si oui ou non le président de la République était informé de ces écoutes. L'UMP exigeait une enquête parlementaire et une réunion d'urgence du Parlement sur ces écoutes. Dans les deux cas, le Premier ministre oppose son refus. Toujours aucune trace du Boeing 777 de la Malaysia Airlines disparu vendredi dernier. Aujourd'hui, les responsables de la recherche décident d'élargir le périmètre des recherches à des centaines de kilomètres au nord-ouest. Et puis, l'hypothèse désormais privilégiée d'un changement brutal de cap de l'appareil. Mais pour les proches, l'attente devient interminable. Reportage sur les images de France 24. Une photo souvenir pour montrer aux passagers du vol MH370 qu'on ne les oublie pas. À l'aéroport de Kuala Lumpur, les témoignages de soutien se multiplient dans les couloirs ou les salles d'embarquement. Mais 5 jours après la disparition du Boeing 777 de Malaysian Airlines, toujours aucune trace de l'appareil et de ses 239 passagers. Les familles doivent être fortes pendant cette attente. C'est très long, mais il faut rester fort et garder espoir, parce que pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Les recherches ont été étendues à la mer d'Andaman, à des centaines de kilomètres au nord-ouest du périmètre de recherche initiale. En bateau, en hélicoptère et en avion, en tout une dizaine de pays quadrillent la zone. Mercredi, des Japonais ont rejoint les équipes de recherche. Devant l'ampleur de la tâche, le Vietnam a lui décidé de réduire sa participation en attendant des directives plus précises de la part de la Malaisie. La disparition de l'appareil reste un mystère. Pour le moment, la CIA refuse d'écarter l'hypothèse d'un attentat. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations en ce moment. Il y a eu des revendications, mais aucune n'a été confirmée ou corroborée. Il s'agit encore clairement d'une énigme. C'est très déroutant et nous attendons de pouvoir localiser l'avion, ce qui nous donnerait peut-être la possibilité d'effectuer des analyses scientifiques qui nous dirigeront dans la bonne direction. Pour l'instant, vous n'excluez pas la piste terroriste? Non, je ne l'écarterai pas du tout. Depuis que les 2 hommes voyageant avec des passeports volés ont été identifiés, Interpol écarte la piste terroriste et évoque un réseau de trafic d'êtres humains. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Restez avec nous pour la suite des programmes. Au revoir.